Lion! J'appelle le Parlement à prendre ses responsabilités et de déclarer l'état d'urgence et la mobilisation générale. Nous devons mobiliser tous les secteurs, politiques, économiques et le peuple entier pour vaincre le terrorisme afin de ramener la vie à la normale dans toutes les zones occupées par les terroristes à Mossoul et partout ailleurs. Depuis samedi, les djihadistes sont passés à l'offensive dans tout le pays. Ici, dans le nord, avec l'attaque d'un bureau de police et du local de l'Union patriotique du Kurdistan faisant 28 morts. Ils ont pris en otage des centaines d'étudiants à Ramadi, à 100 km à l'ouest de Bagdad. Dans la capitale même, ils ont commis un véritable massacre à coups d'attentats à la voiture piégée. Pour faire reculer les hommes de l'État islamique en Irak et au Levant, le gouvernement est prêt à fournir des armes à tous les citoyens volontaires pour combattre les insurgés. En désespoir de cause, les Américains ont été appelés à l'aide pour sauver l'unité de l'Irak. Sans vainqueur ni vaincu, la guerre Iran-Irak, nommée par les historiens première guerre du Golfe, vient de se terminer. Mais elle va bientôt donner naissance à la deuxième guerre du Golfe. En Iran, l'ayatollah Khomeini meurt, mais laisse derrière lui un pouvoir islamique qui veut faire du pays la nouvelle grande puissance du Moyen-Orient. En Irak, Saddam Hussein rêve lui aussi de transformer son pays en superpuissance, mais il est endetté par 8 années de guerre. Alors, il se tourne vers ses créanciers, les pays arabes du Golfe, majoritairement sunnites, qui lui ont prêté les millions de dollars nécessaires pour cette guerre livrée contre leur ennemi commun, l'Iran chiite. Saddam Hussein est retourné voir ses créditeurs, les gouvernements d'Arabie Saoudite et du Koweït. Il leur a dit « Je me suis battu pour vous. La moindre des choses, c'est d'oublier mes dettes et de remettre les compteurs à zéro. » Les Koweïtiens refusent. Ils lui répondent « Pas question. Nous vous avons prêté cet argent, il faut nous le rembourser. » Alors Saddam Hussein décide de résoudre lui-même le problème. Saddam Hussein se fait justice et envahit le Koweït qui ne peut résister. Victorieux en 2 jours, il annexe le Koweït en toute impunité. Mais comment comprendre qu'un chef de guerre aussi expérimenté que Saddam Hussein envahisse sans crainte un pays qui alimente l'Occident en pétrole? Car cet acte d'agression va déclencher la deuxième guerre du Golfe et emporter le Moyen-Orient dans un nouveau cycle de violence. Pour comprendre, il faut remonter à la célèbre conversation entre notre ambassadrice et Saddam Hussein. Ses instructions de Washington étaient incomplètes. Elle lui a donné une fausse impression sur la manière dont l'Amérique réagirait. Quelques jours avant l'invasion du Koweït, Saddam Hussein rencontre April Gillespie, l'ambassadrice des États-Unis en poste à Bagdad. La teneur de leur conversation a depuis été rendue publique. Voici ce qu'elle lui aurait dit. « J'admire vos efforts pour reconstruire votre pays. Je sais que vous avez besoin de fonds. Nous n'avons pas d'opinion à émettre sur un conflit entre pays arabes comme celui concernant vos désaccords frontaliers avec le Koweït. » Elle n'a certainement pas exprimé d'opposition à une intervention militaire. Elle ne l'a pas fait. La question est de savoir s'il s'agissait d'un feu vert à l'invasion. À mon avis, elle a simplement mal conduit l'entretien. Quoi qu'il en soit, à la place de Saddam Hussein, il était certainement tout à fait possible d'interpréter cela comme l'affirmation que les États-Unis ne réagiraient pas. Les États-Unis ont-ils piégé Saddam Hussein en fabriquant un prétexte idéal pour se débarrasser de leur ancien allié devenu trop ambitieux? En 6 mois, les États-Unis organisent la riposte. Dès l'automne 90, ils mettent en place une coalition de 34 pays, occidentaux, arabes, et même des pays de l'ancien bloc soviétique. Plus de 900 000 hommes vont être envoyés dans le Golfe. Vétéran du Vietnam, militaire de carrière de père en fils, le colonel Andrew Bacevich, devenu depuis professeur de relations internationales, est à l'époque mobilisé.
Lorsque les Américains agissent, ils expriment inévitablement leur motivation en des termes idéologiques. Ils mènent toujours leurs actions au nom de la liberté en marche, promouvoir la démocratie et éliminer les oppresseurs. Ce que je veux dire, c'est que lorsque nous choisissons Saddam Hussein comme cible, ce n'est pas une coïncidence que l'Irak soit un des plus gros producteurs de pétrole. Ce n'est pas non plus une coïncidence si le 11 septembre 1990, le président George Bush défend l'intervention militaire en Irak et développe en même temps sa vision du monde pour les décennies à venir. Une vision du monde qu'il baptise le Nouvel Ordre Mondial. A new world order can emerge, a new era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. An era in which the nations of the world, East and West, North and South, can prosper and live in harmony. A world where the rule of law supplants the rule of the jungle. A world in which nations recognize the shared responsibility for freedom and justice. A world where the strong respect the rights of the weak. Once again, Americans have stepped forward to share a tearful goodbye with their families before leaving for a strange and distant shore. Thank you, good night, and God bless the United States of America. On est là face à des choses qui nous sont parfaitement incompréhensibles d'un point de vue européen. Pour nous, c'est l'un ou l'autre. Pour la religion civile américaine, c'est l'un et l'autre. Et c'est pour ça que cette religion civile américaine, elle veut façonner la mondialisation, parce qu'elle pense qu'elle a les clés de la paix mondiale, parce qu'elle a expérimenté dans le Nouveau Monde cette forme, finalement, de pacification des esprits en évitant les guerres de religion. Mais ce que l'Amérique a du mal à comprendre, c'est que ce modèle suppose une américanisation réelle des mentalités et donc ne peut qu'éveiller des résistances. Ça, c'est le paradoxe américain. Premier acte du Nouvel Ordre Mondial, le bombardement de Bagdad, la capitale irakienne. Not again! Not a human life! A human life! Children and elderly and women! Pour beaucoup d'Irakiens, ce bombardement n'est pas vécu comme une aide apportée par les puissants aux plus faibles. Il est vécu comme une humiliation, dont l'onde de choc résonne à travers tout le monde musulman. Plus l'Amérique veut faire le bien, moins elle est reçue. Pourquoi? Parce que le Dieu de l'Amérique, c'est le Dieu américain, les gens le perçoivent ainsi, et que les gens ont leur propre Dieu. La guerre des dieux n'est pas finie. Le Koweït est rapidement libéré. Les troupes irakiennes se retirent fin février 91 en mettant le feu aux 732 puits de pétrole koweïtiens. Un gigantesque sabotage qui provoque une des plus grandes catastrophes écologiques du Moyen-Orient. La réponse de Saddam Hussein à l'Occident. Ne veut-il pas ainsi montrer que pour lui, le moteur du nouvel ordre mondial américain n'est ni Dieu, ni la démocratie, ni la paix, mais le pétrole? Une fois que Saddam s'est rendu compte qu'il était en difficulté, il a désespérément cherché des moyens pour rallier le peuple irakien et le reste du monde musulman autour de lui. Et lui aussi s'est mis à invoquer Dieu, annonçant que l'Irak livrait une grande bataille islamique contre les forces de la coalition et les troupes américaines, françaises, britanniques. Il a même fait inscrire sur le drapeau irakien « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Ça n'avait jamais été fait. Comme Khomeini lors de la guerre contre l'Irak,
Saddam Hussein instrumentalise à son tour le problème palestinien. Pour gagner le soutien d'une majorité de musulmans, il tourne ses missiles contre Israël et leur envoie des Scuds. Une stratégie qui ne parvient pas à rallier les autres pays musulmans à sa cause, mais qui galvanise ses troupes pour résister à la puissante armée américaine. L'Amérique envoie sa 24e division mécanisée vers Bagdad, mais malgré les très lourdes pertes infligées aux Irakiens, les forces de la coalition s'arrêtent aux portes de la capitale. L'Amérique se contente d'un cessez-le-feu et Saddam se maintient au pouvoir. Un drame pour les populations chiites, une des minorités religieuses d'Irak que la coalition a réussi à soulever contre Saddam Hussein et qu'elle abandonne. La répression se fait dans le sang. Saddam Hussein a pu survivre. Face à cela, les gens de Washington ont dû trouver une réponse à la question « Comment répondre à cet échec ?» Car il s'agissait d'un échec et non d'une victoire. Et en accord avec la doctrine de Carter, la réponse fut de renforcer leur présence militaire dans la région. Acte 2 du nouvel ordre mondial. Pour consolider sa mainmise sur le Moyen-Orient, l'Occident utilise cet échec apparent. Il impose à l'Irak un contrôle de son espace aérien, et l'armée américaine installe durablement ses bases en Arabie Saoudite, aux portes de la Mecque. Après les attentats du 11 septembre, les États-Unis se lancent dans deux guerres, l'Afghanistan et surtout l'Irak. Parmi les arguments utilisés par George W. Bush, un lien supposé entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. Le 20 mars 2003, l'opération Liberté irakienne est lancée. L'administration Bush va jusqu'à développer le concept de guerre préventive. La coalition menée par les États-Unis remporte une victoire rapide. 10 jours plus tard, George W. Bush annonce la fin des combats. L'essentiel des opérations en Irak est terminé. Dans la guerre en Irak, les États-Unis et leurs alliés l'ont emporté. La transition de la dictature à la démocratie prendra du temps, mais elle mérite tous les efforts. Notre coalition restera jusqu'à ce que notre travail soit accompli. Mais des milices, des groupes d'insurgés, puis plus tard des membres d'Al-Qaïda ne vont pas en rester là. C'est le début de la guerre asymétrique. Un an après la fin officielle de la guerre, la guérilla irakienne reprend le combat pour le contrôle de la ville de Fallujah. En novembre 2004, l'US Army met le paquet avec l'opération Phantom Fury. Notre mission est de tuer les terroristes. Il n'y a pas de mission plus noble que de tuer les ennemis de notre nation. J'ai mal pour ceux d'en face, mais ils l'ont bien mérité. Une centaine d'avions, d'hélicoptères et de drones, 300 blindés, la bataille la plus importante du début du XXIe siècle. Les forces américaines appuyées par l'armée irakienne écrasent la guérilla. Les États-Unis se détournent de l'Afghanistan et décident d'envahir l'Irak. Officiellement, pour débarrasser le pays de Saddam Hussein et de ses armes de destruction massive, faire la guerre au terrorisme, traquer Al-Qaïda et rétablir la démocratie. La troisième guerre du Golfe commence. The transition from dictatorship to democracy will take time, but it is worth every effort. Our coalition will stay until our work is done, and then we will leave, and we will leave behind a free Iraq. Malgré la désapprobation des Nations Unies et d'une grande partie de l'Occident, l'administration américaine envoie 50 000 militaires occuper l'Irak. Andrew Bacevich Jr., militaire de carrière comme son père, est lui aussi envoyé au front. Notre fils a été appelé et il a été tué en Irak en 2007. C'est la pire chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Cela dit, je n'ai pas essayé de l'en dissuader.
Je pense que servir son pays est une chose honorable. Je pense aussi que les soldats ne choisissent pas. Ils n'ont pas à choisir les circonstances de leur mission. Mais après 2 ans de guerre, tout bascule. L'intervention militaire américaine permet de renverser Saddam Hussein, mais on ne trouve pas d'armes de destruction massive. L'Amérique ne parvient pas à enrayer le terrorisme ni à éliminer Ben Laden. Au contraire, Al-Qaïda profite de la guerre pour s'installer en Irak et étendre son rayon d'action. Au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte à quel point tout cela était faux et stupide. Nous ne faisions aucun bien. Nous tentions seulement de survivre en faisant du mal aux autres. Mais le pire, c'était lorsqu'on s'est rendu compte que tout ce qu'on nous avait dit n'était que mensonge. La guerre globale contre la terreur menée par Bush a été mal envisagée dès le départ. La guerre contre l'Irak a été inutile et mal gérée. En 7 ans de guerre, on parle au minimum de 100 000 morts irakiens, dont 60% de civils tués par les forces d'intervention. Il faut y ajouter l'emploi systématique de la torture, d'autant plus indigne qu'elle est utilisée par un pays qui défend les valeurs démocratiques. C'était une invasion et c'est une occupation. On persiste à croire que les gouvernements du monde musulman ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes. Nous continuons à affirmer que nous avons un rôle important à jouer, un rôle militaire, un rôle de conseil. Jadis, on appelait cela de l'impérialisme. 30 ans de guerre au Moyen-Orient et les 3 guerres du Golfe, la guerre Iran-Irak, puis la guerre du Koweït et enfin l'invasion de l'Irak ont participé à la politique de remodelage de ce que les néoconservateurs américains appellent le Grand Moyen-Orient. C'est un exode. En 2 jours, 500 000 personnes ont fui Mossoul dans le nord de l'Irak. La deuxième ville du pays est tombée aux mains des djihadistes de l'État islamique de l'Irak et du Levant. Leur offensive a pris la population et l'armée par surprise. L'armée a pris la fuite, alors nous aussi. Les gradés ont été les premiers à partir. Nous, les soldats, on était seuls. Comment se battre sans commandant ? Une vraie débandade. Les forces armées irakiennes ont battu en retraite face à des djihadistes rompus à la guérilla urbaine. Ces combattants, que l'on voit ici sur des images de propagande, sont également à l'offensive dans la Syrie voisine. Ils ont un but, fonder un grand État islamique à cheval entre les 2 pays. Les djihadistes sont aujourd'hui à moins de 100 km de Bagdad. Un porte-parole de l'État islamique de l'Irak et du Levant appelle à aller jusqu'à la capitale irakienne. Les islamistes progressent, entre autres parce qu'ils peuvent s'appuyer sur des tribus locales qui sont sunnites comme eux. Ces Irakiens se sentent opprimés par le Premier ministre chiite, l'autoritaire Nouri al-Maliki, qui lui crie au complot pour justifier l'avancée fulgurante des rebelles. Dans cette situation, nous devons être unis. Notre détermination ne doit pas fléchir. Nous pouvons repousser ces criminels armés qui progressent grâce à une conspiration. Mais les autorités de Bagdad peuvent-elles stopper l'offensive des combattants qui veulent créer une sorte de djihadistan? 11 ans après l'intervention anglo-américaine, la communauté internationale va-t-elle de nouveau être entraînée dans le guêpier irakien? C'était pour l'intervention en Irak à l'époque, Anne-Elisabeth Moutet. Vous l'avez regretté? Oui, et j'étais à Washington à l'époque et je m'appuyais bêtement sur l'histoire de l'intervention américaine dans la Deuxième Guerre
Guerre mondiale, qui était extraordinairement préparée avec des mois de préparation des officiers, à connaître le terrain, l'histoire, l'économie, les structures, enfin tout ce que essentiellement les Américains n'ont pas fait sur l'Irak. C'est une opération militaire remarquable et c'est une opération de nation building, de soutien d'un État chancelant désastreuse et ça a donné les résultats qu'on sait. Alors est-ce que ça aurait pu marcher? J'en sais rien. Je suis maintenant devenue extrêmement prudente parce que je pense que j'avais tort. J'en regrette beaucoup d'avoir eu tort. Et est-ce qu'il faudrait intervenir aujourd'hui en Irak? Bien sûr. Alors, il y a en Irak un gouvernement élu, il y a en Irak des structures, et il y a des gens qui sont en train d'intervenir maintenant, et ce sont les Kurdes. Oui. Alors, les Kurdes ne vont pas aller à Bagdad, parce que Bagdad, ils s'en fichent. Mais comme les Kurdes, pendant 10 ans, entre 91, la fin de la première guerre du Golfe, et l'arrivée des Américains à Bagdad, ils ont eu cette zone où on n'avait pas le droit de voler, et essentiellement, ils ont un État indépendant. Là, ils sont un État autonome dans la République fédérale d'Irak. On a vu que Mossoul est tombé, les Kurdes vont vouloir reprendre Mossoul, ils ont pris Kirkouk hier, vont vouloir reprendre Mossoul parce que ils ont toujours pensé que c'était kurde. Il y avait eu un nettoyage ethnique de Mossoul par Saddam parce qu'il voulait les puits de pétrole qui étaient à Mossoul et on pense que les Kurdes vont, eux, qui sont bien entraînés, bien aguerris et qui ont eu un État largement démocratique qui fonctionne maintenant depuis presque 20 ans, et eux, ils vont essayer de créer un glacis et essentiellement de changer le résultat des accords Sykes-Picot qui les avaient oubliés en 1922. Mais est-ce que ça règle le reste du problème de l'Irak? J'en ai pas Quel est entendu. un problème entre sunnites et chiites, Olivier Passeray, comme vous avez expliqué. Pardon? Il faut intervenir à nouveau, d'après vous? Vous aviez tort à l'époque, vous avez encore tort aujourd'hui, ce qui est une espèce de constance que je... J'ai tort sur les Kurdes? Mais attendez, expliquez-nous ça. Le problème n'est pas est-ce qu'il faut... C'est pas fromage ou dessert, c'est pas est-ce qu'il faut intervenir ou pas intervenir, c'est comment intervenir. Il fallait... à l'époque, intervenir, mais intelligemment, ce que les Américains n'ont pas fait. Aujourd'hui, il faut intervenir intelligemment, ce qu'on ne fait pas. Alors, comment et pourquoi faire? Attendez. Comment intervenir? Je vais partir de la Syrie. Je vais partir de la Syrie. La Syrie, on sait très bien que dans les opposants à Bachar al-Assad, il y a des fractions qui sont... peu recommandables. En guerre les unes contre les autres. Il faut renforcer l'opposition raisonnable entre 12 guillemets. En Irak, c'est pareil. Il faut probablement... Il fallait renforcer Chalabi, on a essayé pourtant. Les Kurdes, ils s'en foutent, vous l'avez dit vous-même. Là, on est d'accord sur ce point. Les Kurdes, ils veulent qu'on leur foute la paix au Kurdistan. Ouais. Et ça, ils vont y arriver et ils sont très efficaces. Quelle est l'alliance à faire avec les Kurdes et d'autres partis du gouvernement, peut-être un autre gouvernement en Irak, avec l'appui de forces, parce que les mecs, ils rigolent pas, hein, je veux dire, c'est une enfoncée militaire, comme on n'en a pas vu beaucoup au Moyen-Orient. Foudroyante, avec 12 000 hommes contre, en face, une armée irakienne et des forces spéciales d'un montant d'1 million d'hommes. Enfin, oui, mais qui le rapport pas marché. Si on vous met avec un casque et une Kalachnikov, je ne suis pas sûr que vous soyez d'une efficacité absolue. Je suis même certaine que je prendrai les jambes à mon cou. En tout cas, ce qui est frappant, c'est qu'on vit toujours dans le monde de Bush. Le monde qui a été inauguré par Bush, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait une alternative entre d'un côté un Occident et de l'autre un islam, eh bien, ce sont les catégories qui continuent de fonctionner malheureusement, et je pense que c'est très coûteux pour les pays concernés. Pas un policier n'est venu m'aider. Ils n'ont même pas appelé d'ambulance. Je les appelais, mais ils ne venaient pas. Ils avaient peur de moi. Heureusement, un civil de 40-45 ans m'a dit « Allez, viens, monte dans ma voiture, je t'emmène à l'hôpital. » J'étais blessé partout. J'avais la main brûlée, les jambes aussi. J'ai perdu mon pouce pendant l'explosion. Un morceau de métal m'a arraché directement le doigt. Tout le monde sait que Yasser a failli mourir. Lorsqu'il explique comment éviter un attentat, on l'écoute attentivement. Les terroristes mettent souvent les bombes dans un paquet en carton, dans des colis ou dans une enveloppe envoyée à l'entreprise. Donc, soyez toujours très attentifs au courrier. Moi, j'ai été gravement blessé. J'ai perdu un doigt et j'ai passé 6 mois à l'hôpital. Tout ça parce que je n'avais pas pensé à vérifier ma voiture avant de partir. Donc, ne vous dites jamais « c'est bon, je suis en sécurité car je n'ai de problème avec personne ». Parce qu'en fait, la cible des terroristes, ce n'est pas vous, c'est l'entreprise. Après la formation, nous retrouvons Thierry. Entre deux clients, il vérifie son arme. Full auto, coup par coup. En ce moment, c'est un peu délicat parce que depuis 4 mois, il y a une hausse des attaques.
on est en train de se retrouver dans des situations de type 2008. C'est-à-dire pendant longtemps, il y avait entre 200 et 300 morts à Bagdad, ce qui est regrettable, mais qui est considéré comme des mois normaux. Et depuis 4 mois, on arrive à quasiment plus de 1000 morts par mois. Donc on est loin encore des scores de 2006-2007 où on atteignait 3000 morts par mois, mais ça commence à être en augmentation. Voici le deuxième client de la journée, Pascal, vendeur de centrales électriques. La reconstruction de l'Irak est estimée à 450 milliards d'euros. Participer à ce marché du siècle vaut bien quelques risques. Quand on travaille dans un pays, il faut y aller évidemment. Personnellement, ça fait 2 fois en 15 jours. On essaie de faire en sorte que les déplacements soient les plus courts possibles. On sait qu'il y a 30 morts par jour actuellement, donc on a des mesures de sécurité drastiques. Personnellement, je ne dirais pas que j'ai peur, parce que je sais que ces mesures sont bonnes. Mais on ne sait jamais, oui, c'est vrai, il faut toujours être vigilant. Ce matin-là, Pascal a un rendez-vous très important. On va au ministère de l'énergie, enfin de l'électricité, plus précisément. Pourquoi faire? Pour vendre des centrales. C'est une voiture blindée, vous voyez. Donc ça, c'est pas très épais, vous voyez, ça, c'est les vitres. Donc tout ça, c'est par balle. Et la procédure est très précise. Hein. Il y a une voiture comme ça, une voiture d'escorte, à chaque fois. Il espère bien décrocher un gros contrat. Pour l'aider, Pierre Bouchès fait son maximum. Il dirige le Centre français des affaires, des bureaux, un restaurant et 16 chambres, en toute sécurité. Ça me poste de contrôle et de sécurité. Donc endroit stratégique. Salam alaikum. Ce sont les yeux, nos yeux. Alors, vous avez toute la périmétrie de notre implantation. Toutes les caméras ne laissent aucun angle mort. Nous avons donc des dômes qui nous permettent de voir à 360 tout autour. Là, on vous montre un de nos moyens. Il y a d'autres moyens plus sophistiqués qu'on ne dévoilera pas, puisqu'on s'adapte au fur et à mesure de l'évolution, justement, dans le contexte sécuritaire. Là, vous avez donc l'arrière de notre bâtiment. Vous voyez, donc on arrive quand même à voir tous les détails, toutes les personnes qui pourraient essayer de viser, ou un tireur embusqué ou autre. Vous voyez, donc on peut déjà, depuis là, donner des indications sur la direction et l'endroit. Vous avez ici le sas d'entrée, qui permet donc le contrôle, là au milieu. Les portes ne s'ouvrent que si le contrôle est bon. La vidéosurveillance permet d'analyser le mode opératoire d'Al-Qaïda. C'est la première fois que cette vidéo est diffusée. Gros plan sur ces 2 hommes. Ils arrivent tranquillement à pied. Ils s'approchent d'un poste de police, ils le contournent et ils abattent froidement un policier. Ce minibus blanc les évacue. Quelques minutes plus tard, les renforts arrivent. Les policiers se précipitent, armes à la main, à la recherche des terroristes. Et soudain, un colis piégé, 2 attentats au même endroit, la signature d'Al-Qaïda. À Bagdad, une journée se termine rarement dans le calme. Une voiture vient d'exploser. Nous sommes rapidement sur les lieux. Interdiction de filmer, car selon le gouvernement, la situation sécuritaire est sous contrôle. Nous tournons donc en caméra cachée. Il y a 4 morts et 14 blessés. Nous profitons de la nuit tombante pour franchir plusieurs barrages militaires. Nous approchons de la voiture piégée. La voici. De toutes les façons, vous la presse, vous ne faites que du bruit. Tu entends? Toi, tu laisses mes hommes réparer les dégâts. Tu les laisses nettoyer la rue et reconstruire le mur. Ensuite, tu pourras filmer. Monsieur, s'il vous plaît, pendant que vous nettoyez, on veut tourner. On a l'autorisation du commandant de la sécurité. Ça, je m'en fous. Je te l'ai déjà dit, je ne te laisserai pas filmer avant d'avoir tout nettoyé. Tu veux filmer après un attentat et montrer les images?
Quel est ton intérêt? Justement, on veut montrer que les terroristes font des attentats. Là, tu réponds pas à ma question. Alors, s'il te plaît, réponds à ma question. C'est quoi ton intérêt de tourner un lieu d'explosion et de montrer ça au monde entier? À l'écart de son colonel, ce militaire raconte. Quand je suis arrivé dans cette rue, elle était bloquée par une voiture. J'ai demandé au conducteur de se pousser et à ce moment-là, une voiture piégée a explosé. Elle était juste à côté de nous, en sens opposé. J'ai été légèrement blessé au ventre et à la jambe. Les Baghdadis refusent la loi du silence après chaque attentat. Hamid n'hésite pas à témoigner. Toutes les fenêtres de sa maison ont volé en éclats. Ça a fait un bruit énorme, comme à chaque fois. Je suis tout de suite sorti pour voir ce qui se passait. J'ai vu des cadavres partout et une grande quantité de sang par terre. La police, les ambulances et les pompiers sont arrivés rapidement. La situation était tragique. J'avais peur d'un deuxième attentat. Alors je suis vite rentré chez moi pour me protéger. Ces attentats sont souvent revendiqués par la branche irakienne d'Al-Qaïda. Traquer les terroristes, c'est la mission de la 17e division d'infanterie. Le général Atbi et le colonel Khaled. Ils commandent 15 000 soldats en pleine zone d'Al-Qaïda au sud de Bagdad. Ils ont trouvé des ceintures d'explosifs dans un village. Le général Atbi donne ses consignes au colonel Khaled. Retournez sur les lieux et arrêtez les terroristes. Il faut d'abord bien encercler la cible et ensuite envoyer des soldats pour l'attaquer. Oui, chef. Il y aura sûrement des terroristes là-bas. Oui, chef. Si les terroristes vous attaquent ou s'ils vous résistent, vous avez le droit de les blesser ou de les tuer. Oui, chef. Le convoi se forme. Une quinzaine de blindés. En 6 mois, le colonel Khaled et ses hommes ont tué 12 terroristes. En représailles, 11 membres de sa famille ont été exécutés. Il refuse d'en parler, préférant rester concentré sur sa mission. Les risques les plus importants, ce sont les engins explosifs. On ne peut pas entrer avec nos véhicules dans certains endroits. On est souvent obligé de continuer à pied. Et sur ces chemins-là, les terroristes mettent leurs bombes. Et ils piègent aussi leurs maisons. Et après l'explosion, pendant qu'on évacue nos morts et nos blessés, ils en profitent pour prendre la fuite. Ça fait plusieurs années qu'on se bat contre le terrorisme. On a pas mal d'expérience maintenant. On connaît bien leurs techniques. Quand on veut attaquer leur base, on préfère circuler sur les routes secondaires. C'est comme ça qu'on les surprend. Ils ne s'y attendent pas, si Dieu le veut. Le convoi avance à découvert. Cible idéale pour des lance-roquettes. Les blindés s'arrêtent. Les soldats descendent. Ils nous montrent ce cratère noir au bord de la route. C'est ici qu'ils ont enterré la bombe pour qu'elle explose au moment de notre passage. La semaine dernière, Haider, l'un des leurs, est mort sur place, le corps déchiqueté. Au moment de repartir, au loin, plusieurs hommes s'enfuient. On a prévenu les habitants. Quand vous nous voyez, vous restez où vous êtes. Ne prenez pas la fuite. Si vous prenez la fuite, on vous considère comme des terroristes et on vous tire dessus. Quand les terroristes voient notre convoi, ils s'enfuient parce qu'ils savent que leurs noms sont sur notre liste de suspects. Nous arrivons où les ceintures d'explosifs ont été trouvées. Déploiement,
et encerclement. Vérifiez toutes les maisons. Cherchez dans toutes les maisons. Le groupe Foudre, allez-y, vous encerclez les maisons. Fouillez bien à l'intérieur, allez-y, allez-y. Placez-vous à côté des portes et à chaque angle. 4 suspects sont arrêtés. Lieutenant, prends le groupe Foudre avec toi et fouille la deuxième maison. Il s'appelle Ahmed Hadi Aboud, c'est un terroriste. Tu fabriques des bombes? Non, j'ai rien fait. J'ai rien fait. N'aie pas peur. Tu fabriques des bombes? Non, je n'ai rien fait. Il dit qu'il est innocent, mais selon nos renseignements, c'est un terroriste. Le colonel dit que je suis un terroriste. On va vérifier son nom. Si on ne le trouve pas sur la liste des suspects, on le libérera. Je suis suspecté de terrorisme. Tu fais quoi comme travail? Je suis fermier, tout va bien. L'armée est là pour protéger les gens. Quel est son nom? Omar Hadi Yacoub. Et l'autre? Ahmed Hadi Yacoub. Chef, leurs noms ne sont pas sur la liste des suspects. Mais le troisième, là, Abrahim Arak, il figure bien sur la liste. Celui-là est suspect, les autres non. On va leur présenter nos excuses et on les laisse partir. J'ai déjà été en prison après un procès. J'ai été emprisonné 2 fois, en septembre et en décembre 2011. On va vérifier tout ça parce que l'information qu'on a, c'est qu'ils continuent à fabriquer des bombes. 3 suspects sont relâchés. Pas le 4e. Le colonel Khaled va vérifier s'il fait partie des évadés de la prison d'Abu Ghraib. L'été dernier, Al-Qaïda l'a attaqué. 41 morts et 800 islamistes en fuite. Aujourd'hui, les résultats sont bons. On a arrêté un suspect. Il va avouer, il va nous donner des renseignements sur son groupe, sur ses collègues, sur les bombes et sur les armes, sur les munitions qu'ils utilisent. Retour à la base. Quelques tirs sur des fuyards et une arrestation de plus pour le colonel Khaled. En 6 mois, il a interpellé 411 terroristes et découvert 207 caches d'armes. Nous quittons les zones sunnites d'Al-Qaïda pour le fief chiite de Sadr City. Les chiites représentent 60% de la population. Sur ce marché, en septembre dernier, un attentat a fait 150 morts et 200 blessés. Parmi eux, Ali. Il a perdu 7 de ses amis. Quand je me suis approché de la tente, la première bombe a explosé. L'explosion a tout détruit. Avec d'autres personnes, j'ai couru vers la tente pour évacuer les blessés. Et c'est à ce moment-là que la deuxième bombe a explosé. Un passant filme la deuxième explosion. J'étais blessé. J'avais beaucoup de blessures sur ma main, mes doigts, ma jambe, mon dos et mon ventre. J'ai perdu connaissance, on m'a transporté à l'hôpital et j'ai vu qu'il était rempli de blessés. Le but des terroristes, c'est que les chiites ne pratiquent pas leurs rituels religieux. Le kamikaze a été arrêté juste après l'attentat. Nous nous sommes procuré les images de son interrogatoire par la police. Raconte-moi comment vous avez préparé l'attentat. Donne-moi des détails. Ça s'est passé entre 15h et 15h30. Majed et moi, on est arrivés sur le lieu de l'attentat. J'avais la bombe dans un sac. Je me suis approché de la tente et j'ai posé le sac à côté du générateur.
Puis, je me suis éloigné de la tente et Majed est rentré chez lui. Tu avais quoi sur toi? J'avais une télécommande noire avec 2 boutons. Elle était dans ma poche. Ils t'ont payé combien pour cette opération? Entre 400 et 500 euros. Est-ce que tu as fait d'autres attentats? Oui, j'en ai fait beaucoup. Pour éliminer les kamikazes sunnites et protéger les chiites, les combattants de l'armée du Mahdi sont prêts à mourir. Ils acceptent de nous recevoir. Les kalachnikovs sont sous le matelas dans la chambre des enfants. Ils sont 30 000 et ils se battent aussi avec Bachar al-Assad en Syrie contre les sunnites et Al-Qaïda. Leur maître est Moqtada al-Sadr. Leurs visages resteront cachés et leurs armes chargées. Ils se méfient toujours des inconnus, soupçonnés de faire du renseignement pour les sunnites. Quand la situation exige l'utilisation de nos armes, on les utilise. Par exemple, quand on arrête un terroriste et qu'il nous tire dessus. Il arrive aussi qu'on remette les suspects aux forces de l'ordre. Et quand un terroriste résiste à l'arrestation? Si un terroriste résiste à l'arrestation, on utilise nos armes, on lui tire dessus. C'est légal. Il est terroriste, il ne mérite pas de vivre parmi nous. En plus, les policiers ne sont pas efficaces. Ils sont corrompus. Par exemple, le terroriste qui a fait le dernier attentat chez nous, à Sadr City, il a dit qu'il avait facilement traversé les barrages de police avec sa voiture piégée après avoir donné de l'argent aux policiers. Sous leur contrôle, nous assistons à la grande prière de rue de Sadr City. Chaque vendredi, le risque d'attentat est élevé dans ce quartier où vivent 2 millions de chiites. Les combattants du Mahdi et l'armée irakienne sont partout. Parmi les fidèles, Hammer. Il lance l'appel à la prière. Ces derniers jours, on a été attaqué 2 fois. Dans une rue pas loin d'ici. J'ai cru que l'explosion venait d'une voiture piégée, mais quand je suis arrivé sur les lieux de l'attentat, il n'y avait aucune trace de bombe. C'étaient 2 kamikazes avec des ceintures piégées qu'ils ont fait exploser l'une après l'autre. Malheureusement, il y a eu plusieurs victimes. Au premier rang, Cheikh Al-Saadi, l'un des imams influents de Sadr City. Il est chiite comme le Premier ministre, et pourtant, il dénonce l'inefficacité de son gouvernement. L'avenir de l'Irak dépend de la loyauté des hommes politiques envers notre pays. Si les membres du gouvernement continuent à être divisés et inconstants, l'insécurité sera encore plus importante et l'avenir du pays sera de plus en plus sombre. Mais si enfin ils s'unissent pour protéger le peuple et pour le bien de l'Irak, c'est une certitude, la sécurité dans le pays s'améliorera, si Dieu le veut. La réconciliation avec les sunnites est encore loin. Une fois, un sunnite m'a dit « Vous les chiites, vous irez tous en enfer parce que vous n'avez pas la même croyance que nous. » Je lui ai dit « D'accord, laisse-moi aller en enfer et vas-y toi au paradis. » Je peux débattre sans fin avec lui, mais on ne parviendra jamais à s'entendre. C'est une impasse, ça n'a aucun sens. Je ne veux pas être préoccupé par ces choses insignifiantes et sans valeur. Après la prière, nous accompagnons Hammer chez lui. Il retrouve ses enfants. Chaque jour, il les aide à faire leurs devoirs. Tu as compris la question? Oui, c'est des maths. Est-ce que l'angle K est inclus dans le carré? Oui. Il faut aussi trouver la mesure de l'angle. Quand j'entends qu'il y a eu un attentat, je pense tout de suite à mes enfants. Est-ce qu'ils sont en sécurité?
Je ne peux pas m'empêcher d'aller à l'école pour vérifier. Mais il faut bien qu'ils étudient. Je m'inquiète beaucoup quand ils vont à l'école. Que Dieu les protège. Lors de la dernière explosion, j'étais à l'école et j'ai eu très peur pour mes parents et pour mes frères. J'ai cru que l'explosion était à côté de la maison. J'avais peur pour ma famille. Mais quand je suis rentré, mon grand-père m'a rassuré et il m'a dit que tout allait bien pour tout le monde. Mais je ne veux pas quitter l'Irak. Je veux continuer à vivre ici. Personnellement, je ne dis jamais que les sunnites sont derrière tous les attentats. Les auteurs de ces attentats, ce sont des terroristes venus de l'étranger. Ils veulent séparer le peuple et créer un conflit politique interne. Nous sommes frères, nous sommes tous nés ici. Nous avons tous vécu ici. Et nous sommes même mariés avec des membres des familles sunnites. Nous avons grandi ensemble dans ce pays. Il n'y avait aucun problème entre nous auparavant. Nous ne laisserons jamais les terroristes arriver à leur but. Le lendemain, Hammer est en pleine Ashura, la grande fête chiite. Je fais le service pour les pèlerins qui fêtent l'imam Hussein. Je distribue des gâteaux et du thé. Tout est gratuit et ça va durer 30 jours, jusqu'au pèlerinage sur le tombeau d'Hussein. Un hommage à l'imam Hussein, tué en 680 par les sunnites. Pour l'Ashura, les chiites doivent saigner. Ils se repentent de ne pas avoir suffisamment protégé Hussein. Cette guerre entre sunnites et chiites a commencé à la mort du prophète en 632. Pour les sunnites, son fidèle compagnon doit lui succéder. Pour les chiites, seul son gendre peut y prétendre. 1300 ans plus tard, la guerre de succession continue. Je n'ai pas peur de mourir. Ma vie est un sacrifice pour Hussein. Nous sommes là pour nous sacrifier pour lui. C'est une marque de respect envers l'imam Hussein. En cette période de fête religieuse, la vente d'alcool est encore plus dangereuse que d'habitude. En vendre ou en acheter est interdit. Nous filmons en caméra cachée. Ce magasin clandestin a été attaqué plusieurs fois par des milices chiites et sunnites. Bonjour, je voudrais acheter du vin. Viens, entre. Regarde tout ce qu'on a. Qu'est-ce que vous avez comme vin rouge? Viens, regarde. On a plusieurs sortes de vins. Par exemple, on a ça. On a aussi ça. Du vin français, du vin libanais, à différents prix. La première bouteille, là, est à 12 €. La deuxième à 10. Tu veux une bouteille ou un carton? Je prends un carton de vin libanais et un carton de vin français. On trouve de tout, de la bière portugaise ou libanaise, à 1 € la bouteille. Malgré les risques d'attentats, les clients se bousculent. De nombreux chrétiens, mais aussi des musulmans. C'est pas dangereux de venir acheter de l'alcool? Bien sûr que si, mais ce magasin, c'est le seul ouvert. Je suis venu de très loin pour acheter de l'alcool. C'est pas trop dangereux de vendre de l'alcool en ce moment? Si, ils ont tué 2 vendeurs il y a une semaine. 2 vendeurs? Oui, et l'un des deux était un de nos vendeurs. Il a été tué il y a 2 jours. Il avait une épicerie et quand ils ont su qu'il vendait de l'alcool en cachette dans son magasin, ils l'ont tué. Nous quittons ce magasin clandestin pour une autre cible de choix des terroristes. Le marché aux livres d'Al-Mutanabi. L'armée surveille de près ce rendez-vous des intellectuels irakiens. Pour empêcher les attentats, certes, mais aussi pour ficher les opposants qui ont l'habitude de s'y retrouver. Les laïcs et surtout les communistes. À l'entrée du marché, le café Al-Shabandar, le plus célèbre d'Irak. Toute l'histoire du pays est en photo sur ses murs. Des documents que les clients confient précieusement à Mohamed, le patron depuis 1963. On vient de loin pour parler politique, en fumant lentement la chicha ou en buvant ce thé très sucré. Ça ajoute
au chaos au Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient, qui était une région en plein développement, a connu, du fait de l'intervention américaine en Irak au début des années 2000, puis de ce qu'on a appelé à tort le printemps arabe, mais qui était en dehors de la Tunisie, des rébellions qui étaient manipulées par l'Arabie saoudite et le Qatar et les sunnites contre les minorités chiites en Syrie, ou même en Irak où Al-Qaïda et Daesh a pris naissance. Eh bien, le Moyen-Orient est dans un chaos total.